Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Aujourd'hui l'équipe revient côté cinéma français d'ailleurs en quelque sorte, et même cinéma de genre, des termes qui ne vont souvent pas ensemble dans l'imaginaire collectif, mais cette fois-ci c'est bien le cas. On va parler de Oxygène, avec un E à la fin, un film d'Alexandre Aja qui vient tout juste de sortir sur Netflix, et pour en parler, donc j'ai l'honneur d'accueillir Charlie avec nous. Comment vas-tu Charlie ? Ça va très bien, ravi de pouvoir parler de cinéma de genre français, et oui, on en a de plus en plus, et puis effectivement Aja c'est un de ses représentants les plus prestigieux aujourd'hui. C'est clair. Avec nous on a également Ariane. Comment vas-tu Ariane ? Ça va très bien aussi, contente d'être là, toujours. Mais c'est super, et le meilleur pour la fin bien sûr, nous avons Karl avec nous. Comment vas-tu Karl ? Un film où on reste enfermé sans pouvoir sortir. Ce que j'aime dans le cinéma de genre, c'est l'évasion. Surtout qu'on est dans le thème en ce moment, clairement. Alors avant de commencer cette critique, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre côté réseaux sociaux sur Twitter, mais également sur notre chaîne YouTube et sur Ocha pour regarder ou écouter nos contenus, et également sur Twitch, là où nous diffusons nos émissions. Et bien sans plus attendre, c'est parti pour la critique d'Oxygène. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Charlie, on connaît Alexandre Aja pour sa maîtrise du cinéma d'horreur ou même du thriller horrifique avec des films comme le remake de La Colline des Yeux en 2006, Mirror en 2008 ou le plus récemment Crawl qui est sorti en 2019. Décidément, c'est un garçon qui aime bien les titres courts, j'ai l'impression, pour ses films. Est-ce que du coup, Charlie, avec Oxygène, le réalisateur, il retrouve un peu sa zone de confort ? Alors oui, il la retrouve pas, il reste dedans, mais avant tout, je vais quand même faire un petit résumé de l'histoire pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, on se retrouve avec le patient Omicron 267, qui est interprété par Mélanie Laurent, et qui se réveille dans un caisson cryogénique sans le moindre souvenir de ni son nom, ni de ce qui l'a amené à se retrouver dans cette situation. Et donc, coincé dans cette boîte avec pour seul compagnon Milo, qui est l'intelligence artificielle qui gère le caisson, elle va tenter de se sauver de l'asphyxie qui la guette, le stock d'oxygène ayant été endommagé pour une raison mystérieuse. Alors Aja signe là un nouveau film de genre particulièrement anxiogène. Effectivement, il retrouve déjà le film de science-fiction qu'il n'avait plus traité depuis Furia, qui est son premier film. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un changement en fait par rapport à ce qu'il fait habituellement, c'est qu'on se retrouve dans un espace très réduit, alors que d'habitude, il a une mise en scène qui est caractérisée par le fait d'avoir des grands espaces. On pense notamment à La Colline des Yeux, évidemment, mais même Piranha 3D, on se retrouvait souvent sur l'océan, à la plage, donc des grands espaces ouverts, ou encore Crawl quand on se retrouvait à l'extérieur. Mais il y a quand même une idée de continuité parce que ce qu'on va retrouver souvent chez lui de traiter dans cet aspect cinéma de genre, c'est le décor unique en fait qui va isoler le personnage et qui va le rendre particulièrement vulnérable. C'était le cas de la maison d'Encrawl, c'est le cas d'une certaine manière du désert aussi, dans La Colline des Yeux. C'est un décor unique qui va rendre le personnage vulnérable. Et là, on a vraiment, par cette idée de l'isolation, une idée qui est poussée à l'extrême en fait dans Oxygène. De la même manière, justement, on va utiliser du coup la claustrophobie qui est très forte en la mêlant à la thématique de l'asphyxie dans le sens propre du terme ici. D'accord, je comprends bien le thème du film du coup. Ariane, tu souhaitais réagir justement sur le huis clos et sur le décor unique du film. Ouais, alors en fait, je voulais juste préciser quand même que c'est un film qui va sortir du caisson cryogénique, malgré tout, dans lequel Mélanie Laurent est enfermée. C'est un film de huis clos, oui, et elle passe la majorité du film à l'intérieur, mais c'est pas un vrai huis clos un peu à la Buried, qui a beaucoup été comparé à Oxygène, dans le sens où il y a toute une phase de souvenirs. Puisque le personnage cherche à se rappeler qui elle est, comment elle est arrivée là, etc. Et tous ces souvenirs-là sortent de ce caisson. Ça permet une certaine respiration du film qui, comme l'a dit Charlie, est un peu claustrophobe. La fin du film, sur laquelle on reviendra plus tard, je pense, sort également du caisson. Ça a peut-être d'ailleurs... je dis ça, enfin vous avez le droit de pas être d'accord, mais ça a peut-être du mal à coller justement avec cette ambiance que le reste du film a, qui est très, très enfermé, très claustrophobe, parce que ça a quelque chose qui vient un peu casser ce décor et cet univers, et un peu la tension de l'enfermement.
D'accord, je comprends bien. Du coup, Karl, toi, tu avais des commentaires à faire sur le décor du film, enfin le décor de manière générale du film. Oui, sur le caisson, sur l'idée de ce cassage du décor unique, je pense que ça vient de réécriture, parce que c'est un scénario qui a beaucoup voyagé. Au départ, c'était un scénario en anglais pour être produit aux États-Unis avant d'être ramené en France par Netflix. Je pense que ces flashbacks sont des résultats d'écriture ultérieure parce que j'ai vraiment l'impression que le film a été réfléchi pour et autour de ce caisson. Que toute l'écriture et la réalisation tournent autour de comment on va évoluer dans ce caisson, comment on va continuer à le découvrir, parce que même si elle est enfermée, Mélanie Laurent découvre des possibilités, des outils, entre guillemets, dans le caisson, qui lui permettent d'avancer et d'explorer un peu plus une intériorité qu'elle ne peut échapper. D'accord. Et Charlie, tu veux réagir justement sur cette thématique-là ? Oui, bah écoute, moi je suis pas trop d'accord en fait avec c'est le ressenti d'Ariane et de Karl, hein, tous les deux, sur le fait qu'on ait ces souvenirs qui viennent casser en fait une certaine unité. Je trouve que ils sont assez intelligemment utilisés dans le film, en fait, où ils servent d'une certaine manière. Après, le souvenir, c'est vraiment un thème majeur du film, donc il est traité de plein de manières, mais en fait, il va être ici souvent une soupape de décompression, en fait. Ça va être, on a l'impression que souvent l'esprit va tenter de se raccrocher en fait au souvenir qu'il peut aller retrouver, dont il peut se rappeler, pour essayer de s'échapper de cette boîte et de l'angoisse qu'elle fait naître. Et on a à la fois donc les souvenirs, les bons souvenirs, et on va aussi avoir toute une autre partie de l'imaginaire en fait qui va exprimer en fait d'une certaine manière cette angoisse-là, qui va être aussi toutes les hallucinations qu'elle va subir, ou les visions de sa mort. Et je trouve que c'est particulièrement bien utilisé en fait dans la mise en scène, où il y a une vraie réflexion d'Aja sur ne serait-ce que qu'est-ce que, en fait, à travers le souvenir, de quoi on se souvient, et surtout à quelle position on se place. C'est-à-dire qu'il va y avoir des souvenirs où on a une sorte de scène dont on se souvient, donc avec une sorte de mise en scène où on est à la troisième personne dans ce souvenir, on se souvient de cette situation, et il y a des souvenirs à la première personne où c'est plus du coup un sentiment ou des détails qui reviennent, et je trouve que ces allers-retours-là, ils sont vraiment très intelligemment menés par le réalisateur. Alors, Karl, tu mettais en avant justement l'idée de la production du film, que ce qu'a réussi à faire Alexandre Aja, et par rapport aux problèmes qu'ils ont eu au début de la prod. Justement, Ariane, tu voulais réagir par rapport à cette production un peu particulière ? Ouais, effectivement, comme l'a dit Karl, la production a été un peu chaotique sur ce film-là. C'est effectivement aujourd'hui un film français, donc comme on l'a dit, qui a été signé par Alexandre Aja. À la base, c'était pas du tout prévu pour être comme ça. C'est un scénario américain qui a été écrit il y a plusieurs années. Alors c'est intéressant parce que le film a beaucoup d'échos actuels. On faisait une petite blague là-dessus tout à l'heure en parlant de l'enfermement. Il y a une pandémie aussi qui est évoquée pendant l'exploration des souvenirs du personnage de Mélanie Laurent. Il y a cette histoire aussi de manque d'oxygène qui nous évoque évidemment le contexte actuel, mais c'est un film qui a en fait été écrit bien plus tôt, qui a été annoncé dès 2017 avant de changer d'actrice en 2020. Aja était alors seulement producteur. Finalement, en juillet dernier, donc on est en juillet 2020, il y a moins d'1 an, Mélanie Laurent a récupéré le rôle, et Aja la réalisation. Et en fait, c'est un film qui a été ensuite filmé en moins d'1 mois. Je crois qu'elle a passé genre 25 jours dans son caisson ou un truc comme ça. Donc, avec des contraintes liées au confinement notamment, parce que le film a été filmé en France, avec des contraintes donc liées au confinement. À Ivry-sur-Seine. Oui, à Ivry-sur-Seine, merci Charlie. Donc le film a été filmé avec les contraintes liées au confinement, là, entre 2 vagues de Covid, et évidemment ça a eu un impact thématique plus ou moins, parce que, encore une fois, c'est un scénario qui date d'il y a plusieurs années, mais clairement technique, et effectivement, comme l'ont dit Charlie et Karl très bien, ça se ressent sur le film, sur le travail de caméra, sur comment est-ce qu'on filme bien à l'intérieur de ce cocon, avec des caméras placées à différents endroits, etc.
Alors on a abordé un petit peu le sujet des thématiques du film Oxygène. Est-ce que du coup les souvenirs qui sont évoqués dans le film et surtout la signification qu'ils en ont, ça joue un rôle dans le jeu, dans le jeu n'importe quoi, dans le film pardon. Est-ce que alors par contre faites bien attention, on va un peu rentrer dans la partie un peu spoiler du film. On va raconter un petit peu comment se déroulent les événements du film. Et du coup je vous pose la question. Quelle est la signification et quelle est la réflexion autour de des significations au niveau des souvenirs? Disons que c'est une vraie quête mémorielle en fait, ce film, comme l'a dit Charlie tout à l'heure quand il présentait le synopsis. On a un personnage qui du coup se réveille dans un caisson sans savoir son nom, sans savoir pourquoi elle est là, etc. Et elle a besoin de découvrir son identité, elle a besoin de se rappeler de comment elle est arrivée là pour s'en sortir tout simplement. Donc il y a une double quête de mémoire et quête de survie à la fois, les deux sont très imbriqués, avec toute une thématique autour de la validité de ces souvenirs-là, puisque elle a des interlocuteurs au téléphone et elle sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, elle a un peu du mal à démêler le vrai du faux par rapport à ce qu'on lui dit au téléphone. On lui dit bah non, pas du tout, en fait ce dont tu te rappelles c'est pas ça du tout. Et c'est aussi par rapport à ça que la quête mémorielle du personnage prend son sens, puisque c'est pas juste se souvenir en soi, c'est aussi se souvenir du vrai et du réel. Et sachant que Charlie a évoqué en plus pas mal de passages avec des hallucinations dans le caisson où elle voit des rats, ce genre de choses qui sont mêlées à des souvenirs réels, mais qui donnent quelque chose d'imaginaire et qui participe à l'angoisse évidemment. Très bien. Karl, tu voulais réagir sur la thématique de l'identité dans le film. Comme Ariane le disait, Mélanie Laurent se réveille sans connaître son nom, d'où elle vient, ce qu'elle fait là, où elle est. Et dans la quête du film, la quête du personnage pour récupérer de l'oxygène, il devient très vite clair que les solutions pour récupérer l'oxygène passeront par redécouvrir son identité. Qui elle est, pourquoi elle est là, et ça va passer par cette enquête, par ces gens qu'on a au téléphone, par des recherches internet qu'on peut faire depuis le caisson qui est d'une technologie iPhone 18. Et du coup, c'est en se découvrant au fur et à mesure, et avec pas mal d'allégories, de stigmates, entre autres, en se marquant elle-même, qu'elle arrive à progresser. Donc, c'est aussi des thématiques sur le développement de qui on est, de où on veut aller, à partir de cette idée d'un personnage amnésique. Du coup, Charlie, tu voulais réagir par rapport à ça ? Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est assez réussi dans l'écriture du film. C'est ce parallèle, en fait, cette double quête. C'est-à-dire qu'il y a cette quête simplement pour la survie et qui fonctionne vraiment, qui s'imbrique avec cette quête plus identitaire. Et donc là, je pense que du coup, effectivement, on va pouvoir spoiler parce que ce problème identitaire, il se pose d'autant plus qu'on apprend dans le film que le personnage n'est qu'un clone. Et du coup, en fait, ce problème identitaire, il se double aussi d'un questionnement sur la légitimité de son existence, sur le sens de son existence et du coup sur son identité aussi, à partir du moment où en fait ce personnage n'est qu'un clone qui n'a que des souvenirs qui ne lui appartiennent pas en fait de la vie de son hôte, de l'hôte originel, on peut le dire. Et je trouve que le film réussit vraiment à tisser comme ça, sans être un film à thèse ou un film philosophique, vraiment de manière subtile en fait, à tisser toutes ces problématiques de manière assez intelligente. Ariane ? Je suis tout à fait d'accord avec Charlie. Effectivement, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que le comble de cette quête mémorielle, c'est de réaliser finalement que les souvenirs qu'elle chasse depuis le début du film ont jamais été les siens vraiment, puisque comme l'a dit Charlie, effectivement c'est un clone à qui on a transféré la mémoire d'une autre, à qui elle parle même pendant le film, et du coup il y a toute cette quête d'identité et de mémoire pour se rendre compte finalement que c'est pas son identité vraiment, et que le numéro qu'on lui a donné là au Micron 267, ça c'est sa vraie identité finalement. Alors on a parlé justement du twist du film, justement. Karl, tu voulais réagir par rapport à ça ?
Oui, alors moi j'ai eu un problème avec le film, j'ai eu deux problèmes avec le film. Mélanie Laurent, que je n'ai jamais appréciée en tant qu'actrice, et là c'est la seule actrice du film, donc bon. C'est pas vrai, il y a Mathieu Almaric qui fait Milo. On voit pas sa tête, mais bon. Je vais pas dire qu'elle ruine le film, mais c'est ce qui m'a fait le plus sortir, c'est de l'ambiance du film, c'est son jeu et ses dialogues. Mais l'autre truc... j'ai beaucoup de mal avec elle aussi, et elle m'a moins gêné sur ce film, mais bon, je peux Bah, comprendre. après, je la trouve meilleure dans la deuxième moitié que dans la première moitié du film. Mais l'autre truc qui m'a gêné dans le film, c'est ces twists. Il y a 2 ou 3 autres twists. Enfin non, il y en a 2 ou 3 au total. Mais alors, je suis d'accord avec les thématiques qu'il y a, elles sont intéressantes. Et Aja est un mec qui injecte des thématiques dans ses scripts. Je prends par exemple La Colline à des yeux, qui, l'original, alors désolé pour les fans, Wes Craven n'était pas un si bon réal que ça, arrêtez. L'original est nul. Aja a réussi à insuffler des thématiques modernisant le propos et en faisant un meilleur film. Encore une fois, désolé les gars. Mais là, tous les twists, je les ai vus venir. Mais c'est même pas que je les ai vus venir, c'est quand le twist est révélé, je me disais « Ah, j'étais pas censé le savoir ». Très bien. Ah, tu vas pas te faire des amis du coup, mais c'est pas grave, hein, au moins tu donnes ton avis là-dessus. Charlie, tu voulais réagir ? Ouais, bah je dois être un meilleur spectateur que Karl du coup, parce que moi je voyais rien venir du tout. Donc d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je l'ai vu une deuxième fois et du coup l'expérience n'est pas du tout la même parce que t'es pas du tout, tu perds en fait ce truc angoissant et tu vois effectivement tous les, tu comprends où elle est, ce qui se passe, donc ça change vraiment l'expérience. J'aurais voulu peut-être rajouter quelque chose au niveau des thématiques parce que de nouveau, de manière assez imbriquée par rapport à ce problème de légitimité de l'expérience, il y a quand même un thème qui est très, très présent, c'est celui de la mort, tout simplement parce qu'il y a cette perspective de sa mort à elle, dans le cas où elle n'arriverait pas à régler le problème de l'oxygène ou à sortir de la boîte. On apprend très vite que sortir de la boîte, c'est pas une solution. Mais voilà, il y a cette perspective de cette mort à elle qui devient de plus en plus omniprésente. Mais il y a aussi, de manière un petit peu plus catastrophiste, la perspective de la fin de l'humanité à travers cette épidémie qui nous est décrite. Et je trouve que là où c'est intéressant, c'est que ce sera peut-être un point qu'on développera plus tard, mais cette thématique-là, elle est très bien reprise en fait dans la direction artistique et dans la réalisation. Et on a vraiment une incarnation en fait de ce genre de problématique par l'image. Et c'est ce qui fait quand même avant tout la qualité d'un bon réalisateur. Donc c'est à souligner. Alors du coup, là on va apporter le thématique que tu as mis en avant, Charlie, c'est la direction artistique et la technique du film. C'est un élément que Alexandre Aja a l'air de mettre beaucoup en avant dans ses films et qui sont des films avec une impression de plus ou moins réaliste et crue de l'image. Est-ce que c'est également le cas dans ce Oxygène ? Et je prends Ariane pour commencer. Ouais, je voulais rebondir un peu sur tout ce que vient de dire Charlie, tant en termes de thématique que de direction artistique. Comme il l'a dit, effectivement, il n'y a pas juste une quête de mémoire dans ce film, il y a une vraie quête de survie qui est à la fois individuelle et collective, avec une espèce de miroir entre la survie du personnage principal qui essaye de s'en sortir avant d'arriver à court d'oxygène, et puis celle de l'humanité qui, on l'apprend dans le film, envoie 10 000 personnes, alors personnes avec des guillemets, parce que apparemment c'est 10 000 clones, dans l'espace pour tenter de sauver son existence et son avenir. Et en fait, il y a quelque chose de résolument optimiste, je pense, malgré tout, dans ce film, avec le sursaut de survie du personnage qui, parfois se prépare à accepter la mort et en fait s'y refuse à chaque fois, se bat contre l'euthanasie, la sédation, etc. Et ça, je pense que, effectivement, comme l'a dit Charlie, c'est assez bien montré à l'image. Moi, j'ai surtout relevé tout ce qui était le jeu sur la couleur et la lumière. On a, par exemple, une séquence d'ouverture qui est très rouge, qui a quelque chose de vraiment film d'horreur. Et puis ensuite, on est dans ce caisson baigné de bleu, mais avec des séquences un peu sombres ou rouges d'alerte qui viennent nourrir l'attention, tout ça. Et on est dans cette espèce de cocon, finalement, qui peut être à la fois un cercueil, à la fois une matrice, capable en fait à la fois de représenter la vie et la mort et de donner les deux. Charlie ?
Ouais, effectivement, c'est très juste ce que tu disais, Ariane. Alors, moi, j'ai juste un petit truc, c'est que je vis pas ce film de manière très optimiste, justement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette puissance, surtout à la fin, là, mais à plusieurs moments, mais surtout à la fin de l'instinct de survie, en fait, qui pousse à chercher à sortir de cette situation, malgré le fait que ça paraît être peine perdue, ou même que justement, je posais la question de la légitimité de l'existence. On peut se poser la question, en fait, du sens de tout ça. Est-ce que sa vie, elle a vraiment un sens à elle, et est-ce que envoyer des clones sur une planète lointaine juste pour que l'espèce humaine ne meure pas, c'est-à-dire que il n'y a pas de quête à se sauver soi-même, c'est-à-dire les gens qui restent sur Terre et qui sont pas des clones vont tous mourir, on nous le fait comprendre. L'espèce va s'éteindre sur Terre et on envoie juste des clones de manière assez désespérée pour qu'il reste une humanité quelque part. Et je trouve que c'est pas très optimiste au final, parce que quel est le sens de tout ça en fait? Est-ce que ça pose quand même des questions sur est-ce que l'humanité a une valeur suffisante pour que ça vaille le coup de la faire survivre de manière bancale quelque part, juste voilà. Je trouve que finalement cet instinct de survie là, il vient nous rappeler qu'en fait on peut pas faire autrement que d'espérer. Mais la question, c'est quand même, est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de régler les problèmes avant de se retrouver dans cette situation qui finalement est pas très réjouissive, quoi. Mais au-delà de ça, je voulais rebondir quand même, à moins qu'on veuille rebondir sur ce que je viens de dire, sur le problème. Je vais laisser parler. Je vais laisser parler Karl avant. Effectivement, ton propos est beaucoup moins optimiste que celui d'Ariane, mais je comprends aussi, c'est l'intérêt d'avoir des sujets clivants comme celui-ci. Karl, tu voulais réagir justement sur le thème qu'avait mis en avant Charlie, sur la survie du personnage. Oui, pour moi, instinctivement, le message que j'en reçois serait plus tu peux survivre, mais tu vas en chier. Sur la survie, il y a une sorte de parallèle intéressant entre donc Mélanie Laurent, le clone qu'on suit, les 10 000 autres clones du vaisseau et l'humanité. Chacun commence son histoire dans le film, on commence à en entendre parler à travers une catastrophe. Mélanie Laurent se réveille sans l'oxygène, le vaisseau s'est fait frapper par un astéroïde, et l'humanité s'est pris une pandémie, donc quand même c'est quinté plus de merde dans la gueule. Et à chaque fois, ça va être l'espoir de survie. L'humanité a l'espoir de survivre d'une façon ou d'une autre, envoie des clones. Le vaisseau a un espoir de survie parce que même si plein de clones sont morts, il en reste encore plus. Elle a une chance de survie parce que tant qu'il reste 2% d'oxygène, et même quand elle est à 0, ça se passe peut-être bien. J'ai complètement spoilé la fin là. Bon, vous savez qu'elle survit à la fin de toute façon. C'est pas un film qui se termine juste sur elle est morte, au revoir, the end. Je suis pas sûre que la fin soit si conclusive que ça, mais après, libre à soi de l'interpréter. Bah, ça reste effectivement sur une note positive, mais on n'est pas sûr. Est-ce que la fin, c'est elle qui rêve la suite parce qu'elle pense avoir trouvé une solution, ou est-ce que ça se passe vraiment? C'est sûr, on peut pas le savoir à 100%. Je trouve hyper intéressant ce que disait Karl sur les différents niveaux en fait de destin entre elle, les clones, l'humanité en général. Et c'est quelque chose en fait qu'on retrouve dans tout le travail artistique, qui est cette espèce de côté fractal. Aja en parle dans l'interview qu'il a donnée à Capture Mag, que je vous conseille parce que c'est super, c'est très intéressant. Il parle vraiment de sa mise en scène. C'est rare qu'un réalisateur parle aussi ouvertement de sa mise en scène dans une interview. On ne retrouve pas ça à la télé en général. Et du coup, il y a ce côté, cette mise en abîme qu'on retrouve à un moment d'ailleurs, au moment où elle découvre en fait le vaisseau dans lequel elle se trouve, avec cette imbrication comme ça entre l'infini de l'espace, le vaisseau, l'œil, avec tous ces niveaux comme ça qui s'imbriquent les uns dans les autres pour former une boucle. Ariane nous a parlé déjà de l'imbrication en fait entre la mort et la vie à l'intérieur de ce motif du cercueil et de la matrice avec le caisson. On retrouve vraiment beaucoup de fois cette imbrication entre différents niveaux et je trouve que c'est hyper intéressant. On a aussi l'omniprésence du motif circulaire entre Milo, l'auréole qu'il y a autour de la tête du personnage qui fait évidemment référence à quelque chose de très religieux, et la trajectoire aussi de l'hélice d'érable
dont on va découvrir l'importance dans le film au fur et à mesure, donc l'œil, le vaisseau spatial, donc tous ces motifs-là qui s'imbriquent et qui donnent vraiment quelque chose de très cohérent et de très travaillé. Et c'est quelque chose à mettre en avant quand même dans un film français, d'autant plus parce qu'on n'a souvent pas le temps d'aller aussi loin dans la recherche artistique, et c'est à mettre au crédit d'Alexandre Aja. Eh bien merci à tous pour vos avis. On va faire un dernier tour de table pour voir si vous avez des derniers commentaires sur le film, en commençant par Ariane. Oui, globalement, je pense qu'on a bien résumé les enjeux du film qui, effectivement, ont des thématiques très intéressantes. Ceci étant, moi, je l'ai trouvé un peu inabouti sur certains points. Je trouve que sur la tension, la tension n'est pas toujours aussi bien maintenue qu'elle aurait pu l'être, je trouve. Honnêtement, j'ai trouvé le film un peu longuet à certains moments. Il a un cœur qui marche très bien, et puis un début et une fin un peu plus bancale. Donc, à recommander, quand même, il faut le voir, je pense, parce qu'il a des thématiques et des motifs qui sont intéressants, mais honnêtement, j'ai été en partie déçu. Très bien, Karl. Alors moi je le conseillerais pour les fans de réal, parce que Aja se fait vraiment kiffer à montrer ce caisson pendant 1h30 sans que ce soit répétitif, et ça déjà c'est un petit challenge. Après j'ai déjà dit quels étaient mes griefs envers le film, je le recommande néanmoins. Je me suis pas retrouvé à attendre que ça finisse, j'ai quand même plutôt apprécié mon visionnage, même si c'était sur Netflix plutôt que sur un grand écran. Ça réouvre bientôt, vivement. Ouais, on sent clairement que c'est le genre de film qu'il faudrait mieux voir sur un grand écran, ouais. J'ai bien compris ça. Ajal a plutôt réfléchi pour Netflix, en sachant que ça allait arriver à Netflix. Il en parle justement dans le podcast que mentionnait Charlie tout à l'heure, justement qui permet que quand t'as une télé un peu écran plat, en fait t'as une Mélanie Laurent à peu près à taille réelle, donc que tu peux réfléchir un petit peu les cadres comme ça. C'est pas un débile Aja niveau projection. Très bien. Ouais, personnellement, ça m'a pas convaincu. Je pense que le film a de toute façon plus d'impact sur un écran de cinéma, que ce soit à l'échelle 1/1. C'est un drôle de hasard, entre guillemets. C'est quelque chose d'intéressant pour la petite réflexion. Mais bon, c'est pas. Je pense quand même que un film, surtout un film comme ça, sera de toute façon plus fort sur grand écran. Donc malheureusement, ce sera pas le cas. Mais voilà, moi c'est un film, pour conclure du coup, c'est un film qui m'a plus plu que mes deux congénères. Il m'a vraiment, j'ai été très happé en fait par l'histoire, et j'étais plutôt bon client, et puis je trouve qu'en plus une des forces du film qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est en fait simplement le défi technique que je trouve hyper impressionnant et super bien relevé en fait. C'est de filmer cette caisse dans un espace super petit, c'est très difficile à éclairer. C'est toujours très bien éclairé, et surtout, il y a des plans avec des mouvements de caméra. J'ai aucune idée de comment ils ont réussi à faire ça, parce qu'on a des rotations de la caméra à l'intérieur de cet espace qui est minuscule. Donc non, et puis c'est toujours au service d'une réalisation qui est vraiment très puissante et toujours juste. Donc moi, je recommande ce film qui m'a beaucoup plu, même si effectivement, je peux comprendre certaines réserves. Je pense que c'est, en termes de réalisation, une réussite. Mais c'est une réussite technique, mais en termes d'écriture, je pense qu'il y a quelques défauts qui font que de temps en temps ça boite un peu, quoi. Mais après, dans le cinéma, dans le paysage du cinéma de genre français, c'est Citizen Kane, hein, faut pas déconner. Clairement, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut retenir, j'ai l'impression. En tout cas, merci à vous pour cette critique d'Oxygène d'Alexandre Aja, bien sûr, qui est le film d'ailleurs disponible sur Netflix dès maintenant, donc vous le visionnez, ça fait environ 1h30. Merci encore à vous pour cette critique. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur notre chaîne YouTube et sur Ocha pour regarder ou écouter tous nos contenus, et également sur notre chaîne Twitch où nous diffusons nos émissions. Et bien, merci à vous tous pour cette critique, et on se retrouve pour un prochain contenu Hyperlink. Salut à tous. Salut. Merci.